La vieille cloche du phare résonna sur l'île de Harbor Bay, son tintement pressant transperçant la brume du matin comme une lame. Eleanor Wright se redressa d'un bond, ses mains ridées s'agrippant aux draps effroissés. Ce n'était pas le son cérémoniel qui marquait leur fête annuelle. Non, c'était le signal d'alarme. D'un geste tremblant, elle écarta les rideaux de sa fenêtre. Et là, sur la ligne de rivage, elle les vit. Des centaines de bergers allemands massifs, immobiles, alignés comme des soldats en mission. Leurs oreilles dressées, pointées vers le cœur de l'île, là où la forêt devenait épaisse et impénétrable. « Ils reviennent ?» souffla-t-elle en attrapant son vieux journal de cuir posé près du lit. Celui où elle avait tout consigné depuis ce jour funeste, 8 ans plus tôt, lorsque l'île avait pris une décision qu'aucun d'eux ne pensait devoir prendre un jour. Dehors, les habitants de Harbor Bay sortaient de chez eux, visage inquiet et radio d'urgence à la main. La voix du shérif Johnson grésilla dans les haut-parleurs. Tout le monde au centre communautaire, immédiatement. Eleanor ferma les yeux un instant, laissant remonter les souvenirs. Elle se revit, des années plus tôt, terrifiée par ces mêmes chiens qui étaient aujourd'hui leurs gardiens. Elle se souvenait de ce qu'ils avaient tous dû sacrifier, de ce qu'ils avaient perdu, et de ce qu'ils allaient peut-être perdre à nouveau. Laissez un like et partagez vos impressions dans les commentaires en précisant la ville depuis laquelle vous nous regardez. Et maintenant, reprenons notre histoire. Harbor Bay Island ressemblait à un joyau vert flottant dans l'immensité du Pacifique. 3 kilomètres de côtes rocheuses et de pins denses, juste assez éloignés du continent pour donner l'impression d'un autre monde. Pendant des générations, ces 200 habitants avaient vécu en paix. Une petite communauté vivant de l'agriculture, de la pêche et du tourisme estival attiré par les plages immaculées. Leurs maisons, en bois vieilli, peintes de bleu délavé et de gris salé, s'étendaient en arc de cercle autour d'un port naturel où les bateaux de pêche se balançaient doucement à la lumière du matin. Eleanor Wright était l'historienne officieuse de l'île depuis presque 40 ans. À 70 ans, son corps commençait à se courber comme les pins du littoral, mais son esprit restait vif comme le faisceau du phare. Depuis son cottage sur les falaises de l'Est, elle avait vu grandir les enfants de Harbor Bay, les avait vus se marier, avoir leurs propres enfants. Elle avait enterré son mari Michael 5 ans avant que les ennuis ne commencent. Parfois, elle se disait que c'était une bénédiction. Au moins, ils n'avaient pas vu ce que leur paradis était devenu. Le shérif Marcus Johnson avait servi Harbor Bay pendant 15 ans, même si le titre de shérif avait toujours été plus symbolique qu'autre chose dans une île où le pire crime consistait en un touriste égaré sur une propriété privée. À 45 ans, ses tempes se voilaient de gris, et son visage portait les marques d'un homme qui avait souvent souri, rarement inquiété, jusqu'à l'arrivée des rats. Le docteur Sarah Campbell était arrivé 6 mois avant la crise. Vétérinaire, spécialisée en gestion de la faune, elle avait quitté la frénésie du continent pour goûter à la tranquillité légendaire de l'île, après des années passées à travailler avec des chiens militaires. Les insulaires l'avaient accueillie à bras ouverts, ravis d'avoir enfin des soins pour leurs bêtes et leur bétail. Personne ne pouvait deviner à quel point elle deviendrait vitale pour leur survie. Et puis, il y avait Thomas Fletcher. Il était revenu sur l'île 2 ans auparavant. Un fils prodigue que presque personne ne reconnaissait. Parti à 18 ans pour l'armée, il était revenu à 33, le regard hanté et une jambe boiteuse. Il parlait peu de ses années de service en tant que maître chien militaire, et encore moins de la raison pour laquelle il n'avait jamais ramené de chien avec lui. Il vivait en reclus, dans la vieille cabane de son grand-père, à la pointe nord de l'île, acceptant des petits boulots, fuyant les questions trop curieuses des voisins. Et enfin, il y avait Emily Richardson, la petite fille d'Eleanor, âgée de 8 ans. Une enfant dont la peur des chiens était si intense qu'elle traversait la rue en courant à la vue du plus petit terrier. Une enfant qui bientôt deviendrait le cœur battant de l'histoire, la plus incroyable que Harbor Bay ait jamais connue. Tout avait commencé par un simple sac de grains. Un trou minuscule, à peine la taille d'un ongle, découvert dans la grange d'Everett Wilson pendant l'inventaire de printemps. Il n'y prêta guère attention, peut-être un clou mal placé, ou un chat un peu trop joueur. Il répara et oublia. Mais à l'arrivée de l'été, la moitié de ses semences avait disparu. Et dans chaque bâtiment de l'île, d'étranges grattements se faisaient entendre, résonnant dans les murs la nuit. Les rats étaient venus, comme invoqués par une marée obscure. Leur nombre grandissait chaque semaine. Ils n'étaient pas comme ceux que l'on croisait sur le continent.
Non, ceux-là étaient plus gros, plus agressifs. Leur pelage était gris acier, leurs yeux brillants d'une intelligence inquiétante. Les biologistes marins pensèrent qu'ils étaient arrivés sur un vieux bateau de pêche échoué l'hiver précédent. Mais pour les habitants, la question du comment importait moins que celle du quoi. « J'ai perdu 30% de mon maïs », avait déclaré Tom Murray lors de la réunion d'urgence en juillet. À ce rythme, on n'aura rien à vendre, ni même à manger cet hiver. Chaque agriculteur raconta la même histoire. Même la petite épicerie du village se faisait piller la nuit, malgré les systèmes de sécurité de plus en plus élaborés. Les terrains de jeu restaient vides. 2 enfants avaient été mordus en construisant des châteaux de sable. Harbor Bay, autrefois un refuge paisible, se faisait grignoter. Un grain, une carotte, une nuit de sommeil à la fois. Le poison ne fonctionne pas, annonça le shérif Johnson lors d'une réunion bondée au centre communautaire. Il résiste à tous les produits commerciaux qu'on a essayés. Les pièges, il ôta son chapeau, se passa la main dans les cheveux. On en a attrapé 47 cette semaine, mais ils se reproduisent de plus vite qu'on ne les capture. Eleanor, assise au 3e rang, serrait la main d'Emily qui ne quittait pas les adultes du regard. Elle comprenait que quelque chose n'allait pas. Les adultes avaient peur, donc elle devait avoir peur aussi. Et les chats, lança quelqu'un. Sur d'autres îles, on utilise des chats pour gérer les rats. On en a déjà une 30aine, répondit Donna Miller qui tenait la clinique vétérinaire avant l'arrivée du docteur Campbell. Ils font ce qu'ils peuvent, mais ces rats sont trop gros, trop malins. Mon propre chat s'est fait coincer sur le perron hier soir. Il n'osait plus bouger. La réunion s'éternisait, approchant sa 3e heure lorsque le docteur Campbell se leva. Encore une étrangère pour certains, son intervention fut accueillie par le silence. Les habitants de Harbor Bay n'étaient pas impolis, même en temps de crise. « J'ai peut-être une solution », dit-elle. Sa voix avait ce calme précis des gens habitués aux urgences. « Mais je vous préviens, c'est peu conventionnel. » Eleanor écrirait plus tard dans son journal que quelque chose, dans le ton du docteur Campbell, l'avait obligée à se redresser, à écouter attentivement. Un calme mêlé d'assurance. Une fermeté qui ne venait pas de l'orgueil, mais d'une connaissance profonde de ce qu'elle proposait. Lorsqu'elle prononça le mot « bergers allemands », un murmure s'éleva dans la salle. « J'ai des contacts dans des programmes de réhabilitation de chiens militaires sur le continent », expliqua-t-elle. Ce sont des animaux hautement entraînés, souvent à la retraite, en quête d'un nouveau but, d'un territoire. Ils sont suffisamment imposants pour intimider même ces rats mutants. Ils sont intelligents, obéissants, et surtout, elle marqua une pause, plantant son regard dans les visages les plus sceptiques. Ils travaillent en meute, ils s'organisent, ce que les rats n'attendent pas. La réaction fut immédiate. Des voix s'élevèrent, des objections fusèrent. Combien de chiens? Où vont-ils dormir? Qui les nourrit? Et les enfants? On ne vit pas sur une base militaire. Ce n'était plus une salle communautaire, c'était une tempête d'inquiétude. Et puis, au milieu du tumulte, une voix s'éleva, calme, grave, découpée comme un couperet. Ça ne marchera pas. Tous les regards se tournèrent vers le fond de la salle. Thomas Fletcher, adossé au mur, les bras croisés, l'ancien soldat parlait peu. Mais lorsqu'il parlait, on l'écoutait. Les chiens militaires ne sont pas des chasseurs de rats. Ils sont entraînés pour des missions précises. Protection, détection, pistage, ce ne sont pas des outils qu'on peut reprogrammer selon nos besoins. Un frisson parcourut la pièce. Il y avait dans sa voix quelque chose de brisé, de douloureux. Le docteur Campbell ne le quitta pas des yeux. Avec tout le respect que je vous dois, monsieur Fletcher, j'ai passé des années à réhabiliter ces chiens. Je sais ce dont ils sont capables. Thomas hocha lentement la tête, son regard plus sombre que la mer en hiver. Et qui va les guider? Vous? Elle ne répondit pas tout de suite, puis d'un ton égal, elle dit simplement « Quelqu'un qui connaît les chiens et qui comprend ce qu'on risque de perdre ici. Quelqu'un comme vous. » Thomas se raidit. Il claqua la porte en sortant, laissant derrière lui un silence plus assourdissant que tous les cris. Le débat fit rage encore une semaine. Harbor Bay se divisa en 2 camps, ceux qui voyaient les chiens comme une planche de salut et ceux qui pensaient qu'introduire 1000 kilos de prédateurs sur leur petite île revenait à échanger un cauchemar contre un autre. C'est un drame qui fit pencher la balance. Un jeune garçon, mordu par un rat infecté, dut être hospitalisé d'urgence. Sa fièvre ne tombait pas. Sa jambe avait enflé de façon alarmante. Le vote final se fit dans la douleur. Mais à 3 voix près, la décision fut prise. Les chiens viendraient à Harbor Bay. Le premier transport arriva un matin de septembre, enveloppé dans un épais brouillard.
Le ferry du continent dut effectuer une seconde traversée exceptionnelle pour livrer sa cargaison. Les habitants s'étaient massés au quai, gardant une distance prudente, tandis que le docteur Campbell dirigeait les opérations de débarquement. 20 caisses, de tailles diverses, occupaient le pont. 20 bergers allemands, 20 chances de salut ou 20 terreurs monumentales. « Il ne ressemble pas à ce que j'imaginais », murmura Eleanor à l'oreille du shérif. Elle s'attendait à voir des chiens de concours, des bêtes brillantes, pleines d'assurance, comme dans les démonstrations policières. À la place, elle vit des créatures puissantes, certes, mais marquées. Certaines boitaient, d'autres portaient des cicatrices visibles. Toutes avaient dans le regard un poids difficile à décrire. « Ce sont des vétérans », expliqua le docteur Campbell, ayant entendu son murmure. « La plupart ont servi plusieurs déploiements dans des zones de conflit. Ils ont détecté des explosifs, protégé des bases, sauvé des vies. Ils méritent leur retraite, mais certains d'entre eux sont prêts à servir encore. » Elle s'agenouilla devant un grand mâle noir au museau grisonnant. Elle murmura doucement en ouvrant la caisse. Le chien sortit prudemment, inspectant son environnement avec la vigilance d'un professionnel aguerri. Le shérif fronça les sourcils. « Vous ne nous aviez pas dit qu'ils étaient abîmés. »« Pas abîmés » corrigea-t-elle avec fermeté. « Expérimentés. Ils portent là les marques de leur engagement, c'est vrai. Mais ce sont précisément ces expériences qui font d'eux les plus aptes à comprendre ce que nous leur demandons. » Les murmures de la foule se firent plus intenses à mesure que les chiens sortaient. Certains étaient calmes, presque majestueux. D'autres, nerveux, haletants, réagissaient au bruit et au mouvement. Mais chaque chien avait un maître temporaire, des bénévoles venus du continent pour assurer la transition. Ils devaient repartir le soir même, laissant les insulaires prendre la relève. Le plan avait été revu, impossible de faire venir 1000 chiens comme prévu initialement. Trop de logistique, trop d'inconnus. On commencerait avec 50, une phase test. Évaluer leur efficacité, puis décider de la suite. 50 bergers allemands pour 200 habitants. Le choc culturel était immense. Et pourtant, personne ne vit Thomas Fletcher avant qu'il ne s'approche d'une caisse bien précise. Son regard était fixe, presque fébrile. Il pointa du doigt, celle-là marquée K97723. Le docteur Campbell vérifia sa liste. Oui, c'est bien elle, numéro 7, 1723, surnommé Sergent, 8 ans. Historique de déploiements multiples en Afghanistan. Pourquoi ? Thomas ne répondit pas. Il s'agenouilla devant la caisse, malgré la douleur que cela lui causait. « Sarge » murmura-t-il. « C'est toi ?» Le docteur Campbell leva les yeux de sa feuille, le visage figé par la surprise. « Vous le connaissez ?» Il hocha la tête, la voix brisée. « C'était mon chien, on a servi ensemble pendant 3 ans. Quand j'ai été blessé, on m'a dit qu'il était réaffecté. J'ai essayé de l'adopter. Mais les papiers, il y a eu des complications, je croyais ne plus jamais le revoir. » Le maître chien de sergent jeta un regard incertain au docteur Campbell. Elle acquiesça d'un signe de tête. Thomas ouvrit la caisse, ses mains tremblantes sur le verrou. Le chien ne bougea pas. 3 secondes, 4. Puis, lentement, un grand berger, tend et noir, en sortit. Il s'immobilisa, la tête légèrement baissée, les oreilles s'étendues vers Thomas, son regard s'ancrant dans le sien. Puis il émit un gémissement à peine audible, un son plaintif et doux, avant de poser sa tête contre la poitrine de son ancien maître. Thomas Fletcher, l'homme muré dans le silence depuis son retour à Harbor Bay, éclata en sanglots devant toute la communauté. Il serra le cou de son chien comme s'il s'accrochait à un fragment de lui-même. Et Eleanor, à cet instant précis, sut que l'île venait de changer. Ce fut le point de bascule. La scène entre Thomas et Sergent ne laissa personne indifférent. Même les plus sceptiques baissèrent les yeux, soudain silencieux, face à ce moment de reconnaissance et de vulnérabilité brute. Le vétéran solitaire, le chien oublié, réunis par un hasard que certains commencèrent à interpréter comme une sorte de signe. C'est ce jour-là qu'un frémissement d'espoir commença à circuler sur l'île. Ce n'était pas encore de la confiance, ce n'était pas encore de la victoire, mais c'était un commencement. Cependant, l'illusion ne dura que 3 jours. À la réunion d'urgence suivante, le shérif Johnson se tenait devant la communauté avec une expression grave. « Ils ne chassent pas, déclara-t-il. Ils patrouillent, ils réagissent à la présence des rats, ils nous alertent, mais ils ne les poursuivent pas. Pas comme on l'espérait. » Le docteur Campbell acquiesça, l'air soucieux. Ce ne sont pas des terriers. Leur entraînement repose sur la maîtrise, la retenue. Ils attendent des ordres, mais aucun d'entre nous ne sait exactement quels ordres leur donner. Dans la salle, les regards s'assombrirent. La tension monta. Une voix s'éleva du fond.
Donc, ce grand projet est un échec. Howard Matthews, un agriculteur influent, se leva, bras croisés. On a gaspillé nos maigres ressources sur des animaux incapables de faire ce qu'on attendait d'eux. Ça ne fait que 3 jours, rétorqua le docteur Campbell, il faut adapter notre approche. Comment ? Lancèrent plusieurs voix à la fois. Tous les regards se tournèrent envers Thomas, assis au fond de la salle. Sergent, parfaitement immobile, était assis à ses pieds, le regard fixé droit devant lui. C'était la première fois que Thomas assistait à une réunion depuis des années. Il se leva lentement, en s'appuyant sur sa jambe blessée, et parla d'une voix calme mais assurée. « Ce ne sont pas les chiens qui échouent, c'est nous. On réfléchit mal. Ces chiens ne sont pas des chasseurs de nuisibles, ce sont des outils stratégiques. Il faut les déployer comme on le ferait dans l'armée, avec des objectifs clairs, des secteurs à sécuriser. » Le silence tomba dans la salle. Thomas continua. « Ils ne vont pas courir après les rats dans les trous. Mais ils peuvent sécuriser des zones, les nettoyer, les contenir. Il faut arrêter de penser comme des fermiers en guerre contre une infestation. Il faut commencer à réfléchir comme des tacticiens face à un ennemi. » Un frisson parcourut les rangs. Ce n'était pas ce qu'ils avaient imaginé, pas la solution miracle à laquelle ils avaient rêvé. Mais c'était une stratégie. Et surtout, ils avaient enfin un leader qui semblait capable de la mettre en œuvre. Les bergers allemands de Harbor Bay ne se transformèrent pas en chasseurs de rats du jour au lendemain. Les semaines qui suivirent mirent la patience de la communauté à rude épreuve. Chaque jour apportait son lot de difficultés. Les chiens devaient s'habituer à la vie insulaire. Les habitants devaient apprendre à communiquer avec eux. Les rats continuaient à proliférer malgré les efforts conjoints. Mais une chose changea radicalement. Thomas Fletcher, celui qu'on n'avait vu que de loin pendant 2 ans, toujours replié sur lui-même, évitant les regards, devint peu à peu la colonne vertébrale de l'opération. Sa douleur, son passé, son isolement, tout semblait s'effacer dans la clarté d'une mission retrouvée. Chaque matin avant l'aube, on le voyait boitant le long des sentiers, sergeant à ses côtés, cartographiant le terrain, préparant les déploiements du jour. Dès la 3e semaine, une vingtaine des 50 chiens répondaient parfaitement à ses ordres. Il les avait baptisés l'unité alpha, les plus disciplinés, les plus réactifs, les plus loyaux. Ils ont besoin d'un but, expliqua-t-il un soir à Eleanor, alors qu'il regardait le coucher de soleil depuis le porche de la vieille maison. Sergent reposait à ses pieds, toujours aux aguets. Un chien militaire voit le monde à travers les missions. Il a besoin de structure, sinon il se perd. Eleanor l'écoutait en silence. Elle observait ses épaules, autrefois rigides, qui semblaient un peu plus souples. Elle voyait la tension se relâcher, l'ombre de l'ancien Thomas refaire surface. Elle se demanda alors, doucement, « Et leur maître ? Est-ce qu'ils ont besoin de la même chose ?» Thomas ne répondit pas tout de suite. Il resta tourné vers l'horizon, son regard perdu dans la lumière du soir. « Certains d'entre nous, oui, finit-il par dire. On a besoin que quelqu'un nous dise qu'on sert encore à quelque chose. » Le docteur Campbell, de son côté, avait transformé le vieux cottage du gardien de phare en quartier général. Une partie clinique vétérinaire, une partie centre de commandement, une partie bureau de stratégie. Les murs étaient couverts de cartes de l'île, de punaises rouges pour signaler l'activité des rats, de punaises vertes pour indiquer les zones sécurisées. Les progrès étaient lents, mais réels. Dans les secteurs couverts par l'unité alpha, les pertes agricoles avaient cessé de s'aggraver. L'épicerie ne signalait plus d'intrusion nocturne, c'était fragile, c'était précaire, mais c'était un début. « Il faut qu'on revoie nos attentes », déclara le docteur Campbell au conseil de l'île 6 semaines après le début du programme. Ces chiens n'ont pas été formés pour exterminer. On leur demande d'apprendre de nouvelles compétences dans un environnement qu'ils ne connaissent pas, aux côtés de gens qu'ils ne comprennent pas encore. Howard Matthews, fidèle à lui-même, fronça les sourcils. Donc, on a mis nos espoirs et nos maigres ressources dans des animaux qui ne peuvent pas faire le boulot. Le docteur Campbell ne scia pas. Ils font un travail différent de ce qu'on avait imaginé, mais un travail vital. Ils sécurisent de nos zones sensibles. Ils détectent les foyers d'infestation avant qu'ils ne deviennent ingérables. Ils obligent les rats à modifier leur comportement. Et ça nous permet de renforcer nos méthodes classiques. Elle pointa les derniers relevés agricoles. Les pertes s'étaient stabilisées autour de 20%. C'était toujours dramatique, mais ce n'était plus exponentiel. L'équilibre était fragile, mais il existait. Il nous faut plus de temps, conclut-elle, et peut-être une autre approche. Cette autre approche allait venir d'un endroit totalement inattendu. Une fillette de 8 ans, qui, quelques mois plus tôt, ne pouvait même pas regarder un chien sans fondre en larmes. Émilie, la petite fille d'Eleanor,
avait vécu l'arrivée des chiens comme une épreuve. Sa peur s'était aggravée au point qu'elle refusait désormais de marcher seule jusqu'à l'école, gardait sa fenêtre fermée la nuit malgré la chaleur étouffante de fin d'été, et avait élaboré tout un réseau de trajets secondaires pour éviter les zones où les chiens s'entraînaient. Eleanor respectait sa peur tout en s'en inquiétant. Elle avait convenu avec Thomas de tenir l'unité alpha à l'écart de leurs trajets habituels et avait même demandé aux voisins de l'avertir à l'avance si un entraînement avait lieu près de chez elle. Mais ce qu'aucun d'eux n'avait prévu, c'est que la curiosité d'Emily finirait par surpasser sa peur. Cela se produisit un matin d'automne, le premier vraiment froid. Eleanor était en train de pétrir du pain lorsqu'elle réalisa qu'Emily, qui lisait jusque-là paisiblement sur le siège de la fenêtre, avait disparu. Elle fouilla la maison, l'appelant, le cœur battant. Pas de réponse. Paniquée, elle enfila son manteau, sortit dans la cour et appela encore. Rien. Puis, elle entendit un son inattendu, un rire d'enfant, léger, clair, comme une mélodie depuis trop longtemps absente. Elle se précipita vers le verger, derrière la maison, d'où provenait le rire. Ce qu'elle vit la cloua sur place. Emily était assise en tailleur sur l'herbe, juste derrière la barrière. En face d'elle, couché à 6 bons mètres, se trouvait Kaiser, le plus imposant chien de l'unité alpha. Un colosse noir et feu, à l'oreille gauche partiellement arrachée. Un chien que même les adultes n'approchaient qu'avec prudence. Et pourtant, il était là, allongé, la tête posée sur ses pattes, les yeux fixés sur Emily, non pas avec la vigilance d'un soldat, mais avec la douceur d'un confident. Entre eux, posé sur l'herbe, se trouvait le livre préféré d'Emily, un album illustré représentant un royaume de montagne. Et la voix de la fillette résonnait, claire, posée, tandis qu'elle tournait les pages. Et c'est ici que vit la princesse, tout là-haut, dans les montagnes, là où l'air est pur, là où il n'y a pas de rats. Elle leva les yeux vers Kaiser. « Tu aimerais vivre là-bas, tu crois ? Je pense que oui. Tu pourrais courir très vite, et il y aurait plein d'espace. » Eleanor, sans le vouloir, laissa échapper un petit bruit de surprise. Kaiser se redressa instantanément, l'oreille tendue, en alerte. Emily se retourna, sans peur. « C'est bon, mamie, on lit juste une histoire. Kaiser aime les histoires. » Eleanor resta bouche bée. « Tu sais que tu n'as pas le droit de t'approcher des chiens sans un adulte ? » « Je ne l'ai pas fait, » répondit Emily, avec cette logique implacable des enfants de 8 ans. « J'étais assise ici, et il est venu. Il est resté loin d'abord. Il m'a regardé pour voir si j'avais peur. Comme je n'ai pas bougé, il s'est approché. Mais pas trop. Et puis, il s'est allongé pour écouter. » Elle caressa doucement le livre. « Je crois qu'il se lasse un peu de juste travailler. Parfois, il a besoin d'une histoire. » La nouvelle se répandit comme une traînée de poudre. Une enfant autrefois terrifiée, désormais en lien avec l'un des chiens les plus redoutés de l'unité. Le docteur Campbell arriva le jour même, accompagné de Thomas. Tous deux observèrent la scène de loin, fascinés. « Kaiser est l'un de nos chiens les plus concentrés, » expliqua Thomas. « Il ne s'intéresse jamais aux civils, sauf s'ils sont en danger. » Le docteur Campbell fronça les sourcils. Et pourtant, regardez son langage corporel. Aucun signe de tension. Il est détendu, à l'écoute. Elle observa Emily. Et elle ne montre aucun signe d'anxiété. Pas de respiration rapide, pas d'évitement, rien. Elle se tourna vers Eleanor. « Elle a déjà eu des liens avec des chiens auparavant ? » « Jamais, » répondit Eleanor. Au contraire, elle avait été mordue à l'âge de 4 ans. Depuis, elle les évitait tous. Ce lien inattendu prit une ampleur que personne n'aurait pu prévoir. Emily, peu à peu, cessa d'éviter les chiens. Elle passait désormais des heures avec Kaiser, à lui lire, à marcher près de lui, à lui parler comme à un confident silencieux. Et surtout, Kaiser changeait. Le chien autrefois rigide, toujours sur le qui-vive, devint plus souple. Il se montra réceptif aux ordres d'autres maîtres, plus patient avec les humains. Et puis, un jour, quelque chose se produisit, quelque chose d'inédit. Emily lisait, près des jardins communautaires, assise comme à son habitude sur l'herbe, Kaiser allongé à ses côtés. Un rat surgit d'entre les rangées de choux, un gros, audacieux, inconscient du danger. Le réflexe de Kaiser fut immédiat, pas d'aboiement, pas d'alerte. Il bondit, silencieux, précis, l'attaque fut brève, mortelle. Avant qu'Emily ne comprenne ce qu'il se passait, le rat gisait sans vie. Thomas, qui avait assisté à la scène, courut en faire le rapport. « C'est la première fois qu'un de nos chiens initie une chasse sans ordre », expliqua-t-il à Dr Campbell. Et sa technique était parfaite, approche silencieuse, capture directe, neutralisation immédiate. Le docteur Campbell resta songeuse. Il réagit à autre chose ? Ce n'est plus un soldat, ce n'est plus un chien de travail, c'est un protecteur.
Ils ne chassent pas pour nous faire plaisir, ils chassent pour protéger Emily. Peut-on reproduire ce lien avec les autres chiens ? Demanda le shérif Johnson après avoir entendu le rapport. Le docteur hésita. Je ne suis pas sûr qu'on doive forcer ces liens. Ce qui se passe entre Kaiser et Emily est organique, mais on peut en tirer des leçons. Et cette leçon allait bouleverser tout ce que la communauté pensait savoir. Le docteur Campbell et Thomas révisèrent leur stratégie. Fini les unités anonymes, les chiens traités comme des effectifs. Désormais, chaque chien allait être assigné à une famille. Pas comme un animal de compagnie, comme un protecteur, un membre du foyer, un soldat avec une mission personnelle. Thomas insista. On ne les transforme pas en peluches. On leur donne quelque chose à défendre, un territoire, un visage, un nom. Et pour un chien militaire, ça change tout. Lorsque l'hiver s'installa sur Harbor Bay, 48 des 50 bergers allemands avaient trouvé un foyer. Chaque chien appartenait désormais à une famille. Une alliance nouvelle entre humains et animaux avait transformé la dynamique de l'île. 2 chiens, trop âgés ou trop fragiles pour vivre hors d'un environnement médicalisé, restaient sous la garde du docteur Campbell au phare. Mais les autres étaient devenus les gardiens d'une communauté qui, quelques mois plus tôt encore, les regardait avec méfiance. Les rats n'avaient pas disparu. Mais pour la première fois depuis le début de l'infestation, leur nombre cessait d'augmenter. Mieux encore, ils semblaient éviter les zones habitées, se repliant vers les régions boisées, là où leur impact restait limité. Cette paix fragile n'était pas universellement acceptée. Howard Matthews et quelques autres refusaient toujours de participer au programme d'adoption. Pour eux, les chiens représentaient une dépense injustifiée, une prise de risque inutile. Et l'hiver ne tarda pas à donner du poids à leurs arguments. Les réserves de nourriture, déjà diminuées par les pertes agricoles dues aux rats, fondaient dangereusement. Les tempêtes hivernales retardèrent les livraisons depuis le continent. Matthews le fit remarquer sans détour lors d'une réunion communautaire tendue. On nourrit 50 gros chiens alors qu'on a à peine de quoi tenir jusqu'au printemps. Ce sont des bouches de trop. Le docteur Campbell avait déjà réduit les rations des chiens au strict minimum, mais les faits étaient là. Un berger allemand adulte consomme presque autant qu'un humain. Et en situation de survie, les chiffres deviennent impitoyables. Certains commencèrent à murmurer des suggestions inavouables. Devrait-on renvoyer les moins efficaces sur le continent, réduire encore leurs portions, quitte à affaiblir leur capacité de protection? Même ceux qui avaient adopté les chiens évitaient le regard des autres lorsque ces questions étaient posées. C'est alors que Thomas Fletcher, silencieux depuis le début de la réunion, prit la parole. D'une voix calme, mais qui ne laissait place à aucune discussion, l'unité alpha va se nourrir seule. Il expliqua que ces chiens avaient été formés à survivre dans des zones de guerre, à chasser pour subvenir à leurs besoins. Ils peuvent compléter leur alimentation sans puiser dans nos réserves. Et plus encore, il se proposait de les guider lui-même dans les zones forestières pour organiser des expéditions de chasse ciblées. Eleanor, qui observait tout cela depuis son banc habituel, notait dans son journal la transformation incroyable de cet homme. Un soldat brisé, devenu stratège, un solitaire devenu chef, et autour de lui, les chiens. Des vétérans blessés, désormais porteurs d'un espoir que personne n'avait vu venir. Emily aussi avait changé. Chaque soir, elle s'asseyait près de Kaiser, le regard doux et concentré. « Il sait quand j'ai peur », expliquait-elle à sa grand-mère. « Il ne me juge pas. Il a peur aussi parfois. Quand le tracteur de M. Peterson fait un bruit fort, il se fige. On dirait qu'il voit quelque chose que moi je ne vois pas. Alors je lui raconte une histoire, et il revient. » Elle souriait, timide mais confiante. « Je crois que c'est pour ça qu'on est amis. On a tous les deux peur, mais on fait les choses quand même. » Quand février arriva, la communauté s'était peu à peu habituée à cette nouvelle normalité. Les chiens faisaient désormais partie du décor. On les voyait escorter les enfants à l'école, garder les entrepôts ou même attendre patiemment devant l'épicerie pendant que leur maître faisait ses courses. Les rats étaient toujours là, oui, mais ils évitaient les secteurs surveillés. Les chiens patrouillaient en meute, établissaient leur territoire, l'île respirait enfin. Eleanor suggéra qu'on célèbre cela. On devrait organiser une fête. Pour marquer tout ce qu'on a traversé. Les enfants en ont besoin. Et nous aussi. L'idée fut accueillie avec enthousiasme. Même Matthews, d'habitude si réticent, proposa ces champs comme lieu de rassemblement. « Mes inquiétudes restent valables », précisa-t-il. « Mais je peux reconnaître quand quelque chose fonctionne mieux que prévu. » Le projet prit de l'ampleur. Jeux pour les enfants, repas partagés, musique et surtout une cérémonie de reconnaissance pour les chiens.
Les enfants pourraient raconter leurs histoires avec leurs chiens, proposa une institutrice. Ça les aiderait à exprimer ce qu'ils ont vécu. Eleanor, évidemment, proposa qu'on consigne tout dans les archives de l'île. Cette alliance entre notre communauté et ses animaux est sans précédent. Mais alors que tout le monde préparait les festivités avec espoir, personne ne pouvait imaginer que cette célébration allait coïncider avec une nouvelle épreuve. Une épreuve qui mettrait à l'épreuve non seulement les liens tissés avec les chiens, mais la nature même de ce que la communauté était devenue. Car le véritable danger ne s'était pas encore révélé. Et il allait frapper, sans prévenir, avec la violence d'un ciel en colère. Le danger, quand il se manifesta, ne prit pas la forme d'un rat, ni d'un incident isolé. Il arriva avec le vent, brutal, inattendu, une tempête tropicale qui, en moins de 48 heures, se transforma en typhon. Les équipements météorologiques de l'île détectèrent le phénomène tardivement, et le message d'alerte fut lancé avec une urgence glacée, évacuation partielle. Tous les habitants doivent rejoindre le centre communautaire dès que possible. Le shérif Johnson réagit avec une efficacité forgée par l'expérience. Les équipes d'évacuation furent organisées, les protocoles activés et les chiens intégrés à chaque groupe. L'unité alpha fut chargée de la sécurité périmétrique autour du centre. L'unité bêta devait surveiller les entrepôts alimentaires. L'unité delta, quant à elle, fut mobilisée pour assister les évacuations, particulièrement celles des personnes âgées et des enfants. Dr Campbell transforma le vieux phare en poste médical d'urgence, prévoyant d'y soigner aussi bien les blessés humains que les chiens potentiellement touchés. Elle y rassembla ses stocks, ses instruments et tout ce qui pouvait servir en cas de catastrophe. À mesure que les vents se renforçaient, que la mer s'agitait comme un monstre réveillé, Harbor Bay entrait dans un état de tension extrême. Eleanor observait tout cela depuis sa fenêtre. Elle voyait les chiens se déplacer en formation, les maîtres donner les ordres d'un geste. Elle vit Thomas diriger ses équipes avec la précision d'un militaire en mission. Et elle se souvint de ce qu'était l'île autrefois, paisible, tranquille, un monde oublié du tumulte du continent. Ce qu'elle voyait désormais, c'était une population devenue résiliente, structurée, militaire presque. « Il faut qu'on prépare un sac », dit-elle à Emily qui dessinait près de la cheminée avec Kaiser couché à ses pieds. Un change, tes médicaments et peut-être un livre, mais seulement l'essentiel. Emily acquiesça sérieuse. Elle attrapa immédiatement son livre préféré, celui qu'elle avait lu à Kaiser sous les pommiers. Le chien, lui, la suivait du regard, les muscles tendus, les oreilles à l'affût. Il ne montrait aucune peur, seulement une vigilance pure, absolue. Lorsque la pluie commença à fouetter l'île, à l'horizontale, Eleanor et Emily rejoignirent le centre communautaire, Kaiser ouvrant la voie avec calme et détermination. À l'intérieur, le bâtiment avait été réorganisé. Les bancs habituels avaient disparu, remplacés par des rangées de lits, des couloirs dégagés, des coins aménagés pour les enfants. Dans un angle, un espace médical improvisé voyait défiler les premiers blessés. Entorses, coupures, chocs dus à des chutes. Les chiens aident à garder les gens calmes, observa Eleanor en s'adressant au shérif Johnson. Celui-ci hochait la tête tout en vérifiant la liste des personnes évacuées. Même ceux qui ne les voulaient pas ici sont rassurés par leur présence. Ils sentent le danger avant nous. Ils nous préviennent. Ça rassure les gens de les voir en poste. La tempête rugissait dehors, hurlant contre les murs du centre. Les enfants pleuraient par moments, effrayés par les craquements et les sifflements du vent. Et dans ce chaos, les chiens tenaient leur poste, immovés, attentifs, presque surnaturels dans leur calme. Eleanor installa un petit coin pour elle et Emily, près du mur est, loin des courants d'air. Elle observa Thomas traverser la salle, contrôlant les chiens, parlant aux enfants, répondant au shérif. Il n'était plus l'homme replié d'autrefois. Il était devenu la figure centrale d'un système de protection devenu vital. « Il a tellement changé », murmura-t-elle à Dr Campbell, qui passait pour faire le point sur l'état des lieux. La vétérinaire hocha la tête. « La crise révèle le vrai caractère », répondit-elle. « Certains trouvent que leur place au milieu du désastre. » Vers minuit, alors que la tempête atteignait son paroxysme, une nouvelle inquiétante tomba. Howard Matthews, qui surveillait la radio d'urgence, s'approcha du shérif. Il parle assez fort pour que tous les habitants à proximité entendent. Le bateau de ravitaillement ne viendra pas. Leur port est endommagé. Ils ne peuvent plus livrer avant au moins 3 semaines. Un silence se fit. Dans les esprits, une pensée glaçante s'insinua. Les réserves de nourriture étaient calculées pour tenir jusqu'à la prochaine livraison. 3 semaines supplémentaires, c'était impensable. Et Matthews, fidèle à lui-même,
ne tarda pas à poser la question. « Et eux ?» dit-il en désignant les chiens répartis dans la salle. 50 gros carnivores nourris pendant que des enfants ont faim. Est-ce vraiment le choix que nous voulons faire ? Un silence pesant suivit. Personne ne répondit immédiatement. Pas même Thomas. C'est seulement après quelques secondes qu'il s'avança, son visage grave mais résolu. « Personne n'aura faim, déclara-t-il, et surtout pas les enfants. L'unité alpha se débrouillera. Elle chassera. Ces chiens savent survivre. Ils n'ont pas besoin de nos réserves. » Il y eut des murmures d'approbation. Pas de triomphalisme. Juste un soulagement, mêlé de fatigue. Une crise à la fois. Voilà tout ce que l'île pouvait gérer pour l'instant. À l'aube, la tempête commença à se calmer. Le vent ne hurlait plus mais gémissait. La pluie tombait encore, fine et persistante, mais la mer, elle, se retirait lentement de ses débordements. Dès que le ciel s'éclaircit, les équipes de reconnaissance furent envoyées. Chaque groupe était accompagné d'un chien, pour la sécurité et la détection. Les dégâts étaient importants mais pas catastrophiques. Des maisons endommagées, des serres détruites, quelques glissements de terrain mineurs. Mais le plus préoccupant concernait les réserves alimentaires. Le principal grenier de l'île avait été inondé. Une partie des provisions avait pourri ou était irrécupérable. Même avec les rations réduites au strict minimum, Harbor Bay n'aurait plus que 18 jours d'autonomie. Le soir même, la salle communautaire était de nouveau remplie. Visages tirés, fatigue dans chaque regard. Les enfants dormaient, pelotonnés dans des couvertures, certains blottis contre les flancs chauds des bergers allemands. Le shérif Johnson détailla la situation. En tenant les rations humaines au minimum, on peut survivre 18 jours. 25 si on coupe dans tout ce qui n'est pas strictement nécessaire. Après ça, on dépendra de ce qu'on pourra récupérer dans les cultures abîmées, ou de la pêche si le port redevient praticable. La tension dans la salle était palpable. Tous attendaient la suite, et elle ne tarda pas à venir. Cette fois, c'est le docteur Campbell qui prit la parole. « J'ai déjà réduit les rations des chiens au strict nécessaire. L'unité alpha va chasser dans les bois pour compenser. Mais, elle marqua une pause, il faut être clair, nous avons des priorités. Les humains d'abord. » Howard Matthews se leva aussitôt. « C'est précisément ce que je redoutais depuis le début. On a misé sur ces chiens. Ils nous ont coûté des ressources. Et maintenant, on rationne nos enfants. » Son regard passait de visage en visage, cherchant des appuis. Qu'on me dise combien de nourriture consomme un seul de ces chiens par jour. Thomas répondit, avant même que Campbell n'ouvre la bouche. Environ 1500 calories pour un chien actif, moins pour les anciens. Donc, 50 chiens, c'est comme nourrir 50 adultes en plus. Un silence glacial s'installa. Le calcul était implacable. Puis une porte s'ouvrit brutalement. Un souffle de vent froid entra avec un chien trempé, suivi d'un jeune maître chien. Essoufflée, les cheveux collés à la peau, elle cria presque en entrant. « On a trouvé quelque chose ?» Le silence se mua en murmure d'excitation. La jeune femme reprit. « Un vieux cellier près du verger du Nord, camouflé sous des débris de la tempête, des bocaux, des conserves, visiblement une réserve ancienne. » En quelques secondes, la tension fut remplacée par une bouffée d'espoir. Le shérif envoya immédiatement une équipe sur place pour inventorier les ressources. Dr Campbell ordonna une vérification sanitaire avant toute distribution. Ce n'était pas une solution durable, mais c'était un répit, une lueur dans l'obscurité. Dans les jours qui suivirent, Harbor Bay entama sa convalescence. Les dégâts étaient réparés petit à petit. Des planches remplacèrent les vitres, des bâches couvrirent les toits, et partout, les chiens étaient là. Ils n'étaient plus seulement des sentinelles. Ils participaient activement à la reconstruction. Ils portaient des charges légères, guidaient les enfants, aidaient à déblayer les décombres. Chaque chien avait trouvé sa place. Et plus étonnant encore, certains semblaient avoir des préférences naturelles pour certaines tâches. Kaiser, avec ses sens aiguisés, fut assigné aux équipes de recherche, débusquant des poches d'humidité ou des foyers de moisissure avant qu'ils ne s'aggravent. Sergent, malgré son âge avancé, supervisait les patrouilles de chasse. Sa présence suffisait à maintenir l'unité alpha dans un calme et une efficacité impressionnantes. D'autres chiens, plus doux, passaient du temps avec les enfants, devenant des repères affectifs dans une époque incertaine. Mais le lien le plus fort restait celui entre Emily et Kaiser. La petite fille, autrefois terrifiée, avait désormais un rôle quasi officiel. Elle organisait des séances de lecture pour les plus jeunes, entourée de Kaiser et de 2 autres chiens sélectionnés pour leur tempérament calme. Les enfants s'y pressaient. Les histoires n'étaient pas seulement des distractions. Elles étaient des ancrages,
Une manière de raconter le chaos avec des mots simples, d'apprivoiser la peur. Les chiens savent quand on a peur, expliquait Emily à un petit garçon qui approchait Kaiser avec hésitation, mais eux, ils n'ont pas peur des mêmes choses que nous, ils n'ont pas peur de l'orage ou du noir. Alors quand tu as peur, et que non, ça t'aide à être courageux. Eleanor, qui observait tout cela depuis un banc à l'écart, sentit les larmes lui monter aux yeux. Emily avait changé. La peur était toujours là, quelque part en elle. Mais elle ne la contrôlait plus. Elle la tenait, la nommait, et l'offrait en exemple aux autres. 2 semaines après la tempête, une voix grésilla sur la radio d'urgence. Le bateau de ravitaillement avait trouvé un itinéraire secondaire. Il serait à Harbor Bay dans 3 jours. La nouvelle se répandit comme un souffle d'été. Des sourires réapparurent. Des projets reprirent de forme. Mais Eleanor, toujours attentive aux détails, savait que quelque chose avait changé, profondément, dans la relation entre l'île et ses chiens. Il ne s'agissait plus d'un programme temporaire. Il faisait désormais partie de l'histoire. Et c'est pourquoi, lors de la réunion suivante, elle proposa « On devrait célébrer leur contribution, pas juste fêter la fin du rationnement, mais marquer tout ce que nous avons traversé ensemble, les humains et les chiens. » La proposition fut accueillie avec un enthousiasme inattendu. On parle de spectacles, de jeux, d'un repas communautaire. On suggéra que les enfants racontent leurs expériences avec leurs chiens. Une institutrice proposa même de documenter tout cela dans une série d'enregistrements. Et pour la première fois depuis des mois, Howard Matthews leva la main, non pour protester, mais pour proposer ces chants comme lieu de rassemblement. « Mes réserves sur le programme restent les mêmes, dit-il. Mais je reconnais que ça a mieux fonctionné que ce que j'avais imaginé. La fête prit forme jour après jour. Thomas, de son côté, s'éclipsait souvent dans les bois avec l'unité Alpha. Il expliquait mener des patrouilles étendues, repérer les zones encore inaccessibles, évaluer les risques. Mais Eleanor, qui connaissait les gens mieux qu'eux-mêmes parfois, sentit chez lui une tension nouvelle, une sorte de pression muette, et personne ne pouvait encore imaginer ce qu'il allait découvrir là-bas. Car ce qu'il traquait dans les forêts denses de Harbor Bay, ce n'était pas seulement des rats. C'était un secret, quelque chose d'enfoui, quelque chose que les chiens, et en particulier Kaiser, semblaient sentir depuis longtemps. Cela commença par de petits détails, des regards insistants de certains chiens vers l'intérieur de la forêt, même lorsqu'il n'y avait ni odeur suspecte, ni son détectable. Kaiser en particulier semblait être attiré vers le cœur boisé de l'île. Parfois, alors qu'il accompagnait Emily en promenade, il s'arrêtait net, fixant une direction bien précise, les oreilles en alerte. Il ne grognait pas, il attendait, comme s'il savait que quelque chose dormait là-bas, sous terre, et qu'il ne fallait pas le réveiller sans être prêt. Le docteur Campbell, de son côté, avait commencé à remarquer autre chose. Certains chiens tombaient malades, lentement, insidieusement. Au départ, ce n'était qu'1 ou 2 cas. Un peu de fièvre, une perte d'appétit, de la léthargie. Rien d'alarmant. Mais elle connaissait ces signes. Elle augmenta la fréquence des contrôles. Très vite, le nombre passa à 5, puis 8, puis 12. Des analyses sanguines furent envoyées sur le continent. Le verdict ne tarda pas, leptospirose, une infection bactérienne transmise par l'urine de rongeurs, particulièrement dangereuse quand elle contamine l'eau. Les chiens les plus exposés étaient ceux qui avaient patrouillé dans les zones boisées et humides, exactement les mêmes qui semblaient montrer un comportement étrange depuis plusieurs semaines. « C'est sérieux ?» demanda le shérif lors d'une réunion urgente au phare, transformée en centre de crise. Le docteur Campbell hocha la tête, ses traits tirés par le manque de sommeil. Cela peut être fatal, surtout pour les plus âgés ou ceux déjà affaiblis par le stress. Mais nous avons réagi tôt. Je les ai tous mis sous antibiotiques. La plupart devraient s'en sortir. « La plupart !» murmura Thomas, debout près de la fenêtre. À ses pieds, Sergent, encore indemne, mais vieilli, semblait écouter aussi. Le docteur Campbell détourna les yeux. « Je ne peux rien garantir. Certains chiens, ceux qui ont servi le plus longtemps, ont des systèmes immunitaires fragilisés. Mais il y avait un autre souci, un souci qui changeait tout. Et les humains ?» demanda doucement Eleanor. La vétérinaire acquiesça lentement. « La leptospirose est un zoonotique. Elle peut se transmettre à l'homme, surtout par contact avec de l'eau contaminée. Nous devons avertir la population immédiatement. » Les avis furent distribués dès le lendemain. Faire bouillir l'eau, éviter les flaques, désinfecter les gamelles. Des bénévoles aidèrent à installer une infirmerie dans l'ancien hangar à poissons pour isoler les chiens les plus atteints. Emily, malgré les recommandations, insista pour aider. Protégée par des gants,
Un masque trop grand pour elle, elle passait des heures à soigner, parler, lire à ses chiens fiévreux, les apaiser avec des mots qu'aucun vétérinaire ne connaissait mais qui, pourtant, semblaient soulagés. « Ils ont peur quand ils sont malades », expliqua-t-elle un soir à sa grand-mère. « Alors je leur dis que ça ira, même si j'ai peur aussi. » Le docteur Campbell dormait désormais sur place dans un coin de la clinique de fortune, se réveillant toutes les 2 heures pour vérifier les constantes, ajuster un traitement, consoler un chien en détresse, et les habitants, eux, retenaient leur souffle. Car ce que représentait cette maladie, ce n'était pas seulement un danger, c'était un rappel, un avertissement, une preuve brutale que les chiens n'étaient pas invincibles, qu'ils pouvaient tomber, mourir, et qu'alors tout l'équilibre si durement acquis pouvait vaciller. Puis le pire arriva. Un après-midi d'août de mars, alors que les bourgeons commençaient à poindre sur les pommiers, Eleanor plantait ses premiers pois dans le jardin. Emily lisait à voix haute, Kaiser allongé à ses pieds, les yeux mi-clos. La scène était paisible, presque irréelle, jusqu'au hurlement. Un cri d'enfant, strident, brutal. Eleanor se retourna aussitôt. Kaiser s'était redressé comme un ressort, fonçant vers le muret de pierre à l'arrière du jardin. Un rat, énorme, avait surgi des décombres, courant droit vers Emily. Mais Kaiser, déjà lancé sur un autre, ne pouvait pas revenir à temps. Et alors, un autre chien surgit de nulle part. Valor, un vieux mâle, en convalescence, encore faible, au pelage terne. Mais ses pattes bougèrent, comme s'il avait retrouvé ses jeunes années. Il intercepta le rat à quelques centimètres de la fillette. Un coup de mâchoire, silence, puis il chancela et s'effondra. Emily était déjà à genoux près de lui, les larmes coulant sur ses joues, caressant doucement son museau. « Tu savais que tu ne devais pas courir, » chuchotait-elle, « mais tu l'as fait quand même, tu m'as protégée. » Le docteur Campbell arriva en courant, son sac à la main, suivi de voisins alertés par les cris. Elle tenta tout ce qu'elle put, mais c'était trop tard. Le cœur de Valor, affaibli par la maladie, n'avait pas supporté l'effort. Il mourut là, dans l'herbe, la tête posée contre le livre qu'Emily avait laissé tomber. Ce jour-là, Lyle enterra un chien, pas comme un animal, comme un héros. Ils creusèrent une tombe sur la colline surplombant le port. Emily y plaça son livre préféré. Thomas, en uniforme, y déposa une médaille militaire, celle que personne ne savait qu'il avait conservée. Il salua, un geste net, digne, puis repartit, la démarche lourde sergeant à ses côtés. Eleanor nota dans son journal « Ce n'est pas juste un chien que nous avons perdu aujourd'hui, c'est une part de nous-mêmes. Un symbole de ce que nous avons osé espérer et de ce que nous risquons de perdre. » La mort de Valor eut un effet que personne n'avait anticipé. Ce n'était pas seulement un chien qui s'était éteint, mais une certitude qui venait de s'effondrer. L'idée que les chiens étaient au-dessus du danger, invulnérables, inébranlables, le chagrin fut réel, profond, partagé, et pourtant, ce n'était pas seulement la tristesse qui plana sur Harbor Bay les jours suivants. C'était aussi la peur. La peur que l'équilibre fragile de leur survie ne soit en train de se fissurer. Howard Matthews fut le premier à remettre les choses en cause publiquement. Lors de la réunion communautaire suivante, il frappa du poing sur la table avec un mélange d'indignation et de pragmatisme. On a consacré des ressources médicales aux chiens, alors que nous, les humains, risquons une contamination. On prend des risques démesurés pour des animaux qui, malgré tout ce qu'on veut croire, ne sont pas immortels. Regardez ce qu'il s'est passé. Il est mort et la gamine aurait pu être blessée. Ou pire, cette fois, ces mots trouvèrent un écho. Les visages dans la salle étaient plus durs, plus fermés. Certains qui, quelques semaines plus tôt, parlaient fièrement de leur chien, évitaient désormais le regard du docteur Campbell. L'émotion était encore vive, mais la peur prenait peu à peu le dessus. Le docteur Campbell tenta de répondre avec calme. Elle expliqua que la leptospirose était contenue, que les précautions mises en place avaient fonctionné, que les cas humains étaient inexistants grâce à la vigilance collective. Mais les faits, aussi rassurants soient-ils, ne rivalisent de jamais longtemps avec la peur, surtout quand celle-ci revêt le masque de la raison. Les murmures devinrent débats, les débats des oppositions. Eleanor observait tout cela avec la lucidité d'une historienne. Elle voyait les lignes se tracer à nouveau. Ceux qui s'étaient ouverts, qui avaient appris à faire confiance, se refermaient. Et Thomas, lui, s'éloignait. Depuis la mort de Valor, il n'était plus tout à fait le même. Il passait de longues heures dans les bois, accompagné de sergents, arpentant les sentiers oubliés, s'enfonçant toujours plus loin vers le cœur de l'île. Eleanor savait qu'il cherchait quelque chose, pas seulement des rats, quelque chose de plus profond, de plus ancien. Une nuit,
Elle le trouva assis seul près de la tombe de Valor. Il ne dit rien au début, puis de sans même la regarder, il murmura « Il parle de renvoyer certains chiens sur le continent ». Sa voix était basse, mais pleine d'une colère contenue. « Matthews veut faire un tri, garder seulement les utiles. »« Et qu'est-ce que tu comptes faire ?» demanda Eleanor, sa voix douce mais ferme. Il fixa l'horizon, où les lumières du port clignotaient dans la nuit. Ce ne sont pas les chiens qui posent problème, c'est l'île, ce qui l'a rendu vulnérable. Les rats ne sont pas venus par hasard. Elle tourna la tête vers lui, surprise. « Qu'est-ce que tu veux dire ?» Il hésita, puis répondit d'une voix sourde. « On a traité les symptômes, pas la cause. Et si Valor est mort, ce n'est pas juste pour sauver Emily. Il a senti quelque chose. Ils sentent tous quelque chose là-bas. » Il désigna la forêt du Menton. Quelque chose qui ne devrait pas être là. Le lendemain, Thomas convoqua une réunion restreinte au phare. Seules 4 personnes furent invitées. Le docteur Campbell, le shérif Johnson, Eleanor et Emily. La présence de la fillette étonna d'abord, mais personne ne contesta. Kaiser l'accompagnait comme toujours et s'assit à ses côtés comme une sentinelle silencieuse. Sur la table, Thomas déplia une grande carte de l'île, annotée de nombreuses marques rouges, bleues et jaunes. Les rouges, c'est là où les chiens se sont montrés agités sans raison apparente. Les bleus, ce sont les cas de leptospirose. Et les jaunes, ce sont les zones de plus forte concentration de rats au cours des 3 derniers mois. Le docteur Campbell fronça les sourcils. Le shérif se pencha. Les marques formaient un motif, un cercle imparfait, et en son centre, une zone boisée, presque inaccessible. « Qu'est-ce qu'il y a là ?» demanda Eleanor. Le shérif répondit à voix basse. « Un vieux bunker, abandonné depuis la Seconde Guerre, un dépôt de stockage, officiellement condamné depuis des décennies. » Thomas hocha la tête. « C'est là que je vais aller, aujourd'hui. » Dr Campbell réagit aussitôt. « J'y vais aussi. Si l'environnement affecte la santé des chiens, je dois le voir de mes propres yeux. » Le shérif se racla la gorge. « Ce site est officiellement classé comme structure instable. Je viens avec vous. » Thomas se tourna vers Eleanor et Emily. « Vous devriez rester ici. » Mais c'est Emily qui s'exprima. D'un ton calme, sans l'ombre d'une peur. « Kaiser doit venir. Il essaie de me montrer quelque chose là-bas depuis des semaines. » Tous la regardèrent. Elle caressa la tête du chien. « Il ne veut pas y aller sans moi. » Face à cette certitude enfantine ou à cette sagesse précoce, nul ne sut trancher. Eleanor proposa un compromis. « On viendra jusqu'à la lisière, pas plus loin. Il faut qu'Emily soit en sécurité. » Thomas acquiesça. « On part dans 30 minutes. Dites à personne où on va. Pas tant qu'on ne saura pas ce qu'on a trouvé. » Ils partirent en silence. Kaiser en tête, la démarche tendue. Sergent suivait plus lentement, mais déterminé. Arrivés à mi-chemin dans une clairière protégée par un mur de pin, Eleanor et Emily s'installèrent pour attendre, tandis que les 3 adultes et les 2 chiens s'enfonçaient dans la forêt. Ce qu'ils allaient découvrir changerait tout ce qu'ils croyaient savoir sur Harbor Bay. La forêt s'épaississait à mesure qu'ils progressaient, mais Kaiser traçait la voie avec assurance, guidé par un instinct que personne ne comprenait mieux que lui. Lorsqu'ils atteignirent une clairière oubliée, il s'arrêta net, grattant le sol avec insistance. Thomas s'agenouilla. « Il veut qu'on creuse ici. » Sous les branchages, une dalle de béton fendillé apparaissait. Une ancienne bouche d'aération, vestige d'une structure enfouie. Ils dégagèrent l'entrée, descendirent, masqués dans un couloir humide aux murs marqués d'inscriptions effacées. Une porte rouillée céda sous la pression. À l'intérieur, casier renversé, dossier moisi, bocaux vides. Le shérif feuilletait un rapport. Des expérimentations sur des rongeurs. Dr Campbell fronça les sourcils devant un spécimen séché. Des rats exotiques, modifiés, d'Asie du Sud-Est. Une carte murale indiquait plusieurs points reliés par une ligne rouge. Tous convergeaient ici. Ils les ont relâchés ici, murmura Thomas. Une expérimentation qui a mal tourné. Le shérif lut à voix haute. Projet Guardian Response, contrôle de population de rongeurs, via prédateurs canins entraînés. Campbell pâlit. Mon grand-père a travaillé sur ce projet. Il a quitté quand les objectifs ont changé. Je savais qu'Harbor Bay avait été une base de test. Pas que les rats y étaient encore. Kaiser grattait une autre porte, plus sécurisée. Derrière, une salle scellée. Des caissons métalliques étiquetés prototypes. Contamination possible. Des écrans brisés, des documents sous plastique. Campbell lut, la gorge serrée. Des rats résistants aux poisons, capables de s'adapter, d'éviter pièges et prédateurs. Thomas récupéra un disque dur. « Il faut prévenir tout le monde. »« Pas encore, » souffla Campbell. « Il faut comprendre ce qu'on a trouvé avant de déclencher la panique. » Kaiser, posté devant la porte du fond, attendait toujours. Thomas le fixa longuement. « On reviendra. »
avec l'unité. Cette fois, on terminera ce que d'autres ont commencé. Lorsque Thomas, Dr Campbell et le shérif Johnson émergèrent de la forêt, les traits tirés, couverts de terre et de suie, Eleanor les attendait. Emily s'était endormie, la tête posée sur Kaiser qui veillait sur elle d'un œil vif. Dès que le chien vit Thomas, il se releva et alla à sa rencontre, comme pour lui demander ce qu'ils avaient trouvé. Thomas se pencha, gratta derrière ses oreilles et murmura « Tu avais raison ». Le soir même, dans le phare transformé en quartier général, ils se réunirent à nouveau. Cette fois, Thomas étala tous les documents récupérés dans le bunker. Cartes, rapports, journaux, étiquettes et le disque dur extrait de l'ancienne station scientifique. Dr Campbell avait déjà commencé à les décoder. Leur découverte dépassait tout ce que la communauté avait imaginé. Ce programme n'avait rien d'un projet civil, déclara-t-elle d'une voix neutre. Le Guardian Response a été conçu comme un double système de contrôle. D'un côté, des rats modifiés génétiquement pour tester la résilience de différents écosystèmes. De l'autre, des chiens militaires formés pour les traquer. Le shérif fixait la carte du réseau de galeries souterraines avec une expression incrédule. Ils ont transformé notre île en terrain d'expérimentation. Et personne ne nous a jamais rien dit. Mon grand-père s'y est opposé, dit Dr Campbell. Il a tenté d'alerter les autorités. On l'a réduit au silence. Lui et d'autres scientifiques ont tout perdu. Ils ont veillé de loin dans l'ombre, craignant qu'un jour, les verrous cèdent. Et ce jour est arrivé. Eleanor feuilletait un cahier recouvert de notes manuscrites. Certaines pages portaient une écriture qu'elle reconnaissait, celle de Michael, son défunt mari. Elle comprit soudain que lui aussi avait su, que lui aussi avait porté le poids du silence. Nos familles étaient impliquées. Liées à cela, d'une manière ou d'une autre, Harbor Bay n'a jamais été un simple havre de paix. Emily, bien que silencieuse, écoutait tout. Elle comprenait bien plus que ce qu'un adulte aurait pu penser. Elle regarda Kaiser, puis murmura « Il faut retourner là-bas. Il y a encore quelque chose. » Thomas acquiesça lentement. « Oui, il y a une troisième salle dans ce bunker, une zone que Kaiser refusait d'approcher. Quelque chose d'inhabituel. » Dr Campbell fit glisser un document vers le centre de la table. Le rapport final. Il évoque un protocole de confinement d'urgence nommé « Fail-safe », une mesure de dernier recours si les rats s'échappaient du périmètre. Mais ils n'ont jamais précisé ce qu'il contenait. Le shérif fronça les sourcils. « Une arme ?» Dr Campbell secoua la tête. Peut-être pire, peut-être rien d'autre qu'un virus dormant, un gaz, un système d'éradication biologique. Thomas se leva. Il faut aller voir. Et cette fois, on y va avec l'unité alpha au complet. Si ce qui dort là-dessous se réveille, on aura besoin de tout ce qu'on a. Le lendemain matin, avant même que le soleil ne se lève, Thomas guida 20 chiens dans les bois. L'unité alpha au complet, chaque animal équipé d'un harnais, d'une lampe frontale fixée à la sangle. Les habitants regardaient ce cortège silencieux s'enfoncer dans la brume avec un mélange d'admiration et de terreur contenue. Au cœur de la forêt, ils retrouvèrent le bunker. L'entrée avait été élargie la veille et les équipes avaient sécurisé les premiers niveaux. Les chiens s'engouffrèrent sans hésiter, comme s'ils comprenaient l'urgence. Seuls 2 restèrent à l'extérieur, Sergent, trop faible, et Kaiser restait en retrait, les yeux fixés sur Emily, qui attendait en haut de la colline. La descente fut rapide. Les 2 premières salles, désormais bien connues, furent traversées en silence. Ce qui les intéressait se trouvait derrière la porte que Kaiser avait tant fixée la veille. Thomas approcha. La serrure électronique était hors service, mais un système de sécurité secondaire était activé. Il utilisa le code noté dans l'un des documents de la veille. Un déclic se fit entendre. Lentement, la porte s'ouvrit. Une brume fine s'échappa de l'ouverture, comme si l'air lui-même retenait son souffle. Et derrière, une salle entièrement intacte, parfaitement scellée depuis des décennies. L'éclairage, encore fonctionnel grâce à un générateur isolé, baignait la pièce d'une lumière blanche artificielle. Des rangées de caissons métalliques, chacun avec une plaque gravée. Et au fond, une capsule cylindrique, fermée, scellée. Dr Campbell s'avança, observa les inscriptions, puis elle pâlit. C'est un réservoir cryogénique. Thomas s'approcha. Qu'est-ce qu'il contient ? Elle lut les lignes gravées, hésita, puis répondit « Une souche vivante, un pathogène expérimental, conçu pour éradiquer les rats en quelques heures, mais instable. Ils n'ont jamais pu le tester en environnement réel. Ils l'ont mis en quarantaine ici. » Le shérif blêmit. « Et maintenant, tu veux le détruire, le garder ?» Dr Campbell resta silencieuse un instant, puis elle leva les yeux. « Non, je veux qu'on choisisse ensemble.
Ils étaient là, debout dans cette salle glaciale, face à une capsule silencieuse dont le potentiel de destruction semblait vibrer dans l'air. Un cylindre discret, mais capable, à lui seul, de décider du sort de toute l'île. Thomas, les bras croisés, le regardait comme s'il en sentait le poids dans ses os. Le shérif Johnson, plus tendu que jamais, surveillait chaque recoin, tandis que le docteur Campbell lisait en silence les notes gravées sur l'acier. « Ce n'est pas une arme. Pas au sens classique du terme, dit-elle enfin. C'est une toxine ciblée, un agent biologique de déséquilibre. Si on la libère, elle éliminera les rats, mais aussi tous ceux qui partagent leur génétique. Chauves-souris, petits mammifères, peut-être même des insectes essentiels. Et si on ne fait rien, demanda Thomas, les rats continuent d'évoluer. Ils ont survécu à tout. Le shérif inspira lentement. Cette décision ne nous appartient pas seule. Elle revient à toute la communauté. De retour à la surface, Emily les attendait. Kaiser, couché contre elle, leva la tête à leur approche comme s'il percevait déjà ce qu'ils avaient vu. « Vous avez trouvé ce que Kaiser voulait vous montrer ?» demanda doucement la fillette. Thomas s'accroupit face à elle. « Oui, et maintenant on doit décider ce qu'on en fait. » Le soir même, une assemblée générale fut convoquée. Les visages étaient tendus, les voix basses. Le docteur Campbell expliqua ce qu'ils avaient découvert. Le programme Guardian Response, les rats modifiés, la toxine cryogénique abandonnée dans les sous-sols de l'île depuis 60 ans. Ce que nous avons, c'est un outil, puissant, irréversible. On ne connaît pas ses effets exacts, mais on sait que son impact pourrait être immense. Thomas prit la parole à son tour. Les chiens ont contenu l'infestation. Grâce à eux, nous avons gagné du temps. Et ce temps, nous l'avons utilisé pour comprendre. Aujourd'hui, nous avons deux options. Activer cette toxine et tout risquer, ou continuer à avancer avec ce que nous avons construit. Ce n'est pas une solution facile, mais c'est la nôtre. Un silence profond suivit. Puis Howard Matthews, fatigué mais sincère, murmura « Un chien est mort, d'autres sont malades. Faudra-t-il qu'un enfant y passe pour qu'on appelle ça une guerre ?» Eleanor se leva, droite et digne. « Ce que nous avons vécu nous a changé. Ces chiens ne sont pas des outils, ce sont nos partenaires. Ce que nous avons bâti n'est pas un simple programme de défense, c'est une alliance, une manière nouvelle de survivre. » Et Émilie, d'une voix douce, « Il y a toujours un prix, mais il faut être sûr qu'on ne sacrifie pas plus que ce qu'on essaie de protéger. » Le vote fut organisé, à bulletin secret, et lorsqu'on ouvrit l'urne, la décision fut claire. La toxine resterait confinée, le bunker serait scellé, surveillé, et les chiens resteraient. Les jours suivants, Thomas et le shérif dirigèrent l'opération de confinement. L'entrée fut recouverte d'acier et de béton, des détecteurs de mouvement et de gaz furent installés. Et les chiens, désormais pleinement intégrés dans la vie de l'île, patrouillèrent autour du périmètre comme des gardiens silencieux. Le printemps s'épanouit, les enfants rejouèrent dans les champs, les anciens ressortirent sur les bancs en bois pour parler de l'époque où tout semblait perdu. Émilie, elle, lisait chaque après-midi à un petit groupe d'enfants dans la bibliothèque, Kaiser couché à ses pieds. Elle racontait des histoires, bien sûr, mais aussi des souvenirs, et les enfants écoutaient, fascinés, rassurés. Il y avait des rats, disait-elle, mais surtout, il y avait des chiens, et parfois, les chiens avaient peur eux aussi. Mais ils restaient, ils veillaient, même quand tout le monde dormait. Eleanor, souvent présente, notait chaque détail dans son journal. Elle pensait que peut-être un jour on enseignerait cette histoire dans les écoles. Pas seulement l'infestation, mais la manière dont une communauté s'était soudée autour de créatures que l'on croyait autrefois dangereuses. Les chiens n'avaient pas seulement protégé les récoltes, ils avaient rappelé à chacun ce qu'était le vrai courage. Rester, aimer, même dans la peur. Le vieux phare, sous la houlette du docteur Campbell, devint un centre de formation. On y enseignait aux enfants à comprendre les chiens, à les écouter. Chaque famille pouvait désormais accueillir un compagnon canin, non plus comme une arme, mais comme un lien, un prolongement d'eux-mêmes. Et Thomas, l'homme brisé qui avait fui la guerre, était devenu mentor, formateur, repère. Sergent, son fidèle compagnon, vieillissait lentement. Il ne courait plus, mais il restait toujours près de lui, chaque soir, à regarder les vagues ensemble, comme deux vieux soldats qui avaient survécu à plus que la guerre.
Laissez un like et partagez vos impressions dans les commentaires en nous disant aussi de quelle ville vous regardez. Maintenant, reprenons l'histoire.